Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a publié hier un long message sur son compte Facebook où il parle des seuils en immigration présentés par le gouvernement du Québec la semaine dernière. Il écrit que ça va plonger le Québec dans une crise sociale sans précédent. Il était en entrevue avec notre collègue Mario Dumont un peu plus tôt aujourd'hui. Écoutons-le ensemble. Grosso modo, là, on va au moins accueillir 120 000 nouvelles personnes sur le territoire cette année, puis on aura construit 19 500 logements. Pas besoin de faire une étude mathématique très approfondie pour voir que la crise va s'aggraver. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix des maisons qui continue à augmenter, le prix des loyers qui continue à augmenter, l'itinérance comme phénomène qui s'étend de plus en plus. Et évidemment que ça vient avec un recul du français parce qu'on n'aura pas les moyens ni la capacité de franciser tout le monde. Yasmine, es-tu d'accord avec lui? Mais je trouve qu'il pose des questions qui sont fort légitimes. T'sais, ces questions-là, c'est intéressant de les voir exprimer de la sorte parce que monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon ne joue pas ici sur la peur de l'autre ou la peur de l'étranger pour dire on a une certaine capacité d'adaptation. Là où j'aurais voulu qu'il aille un point plus loin, là, un pas de plus, c'est de dire qu'encore une fois, on ne prend pas la peine de déterminer quelle est la capacité d'intégration du Québec, quelle est la capacité pour recevoir ces personnes dignement. Il n'y a personne aujourd'hui qui propose une formule. C'est quoi les demandes du marché du travail versus quelle est la capacité pour loger, nourrir, scolariser, soigner ces personnes-là et de pouvoir arriver avec un chiffre qui soit objectif, pas un chiffre que c'est le ressenti de l'un ou de l'autre ou le compromis de l'un ou de l'autre, mais plutôt quelque chose qui est basé sur des chiffres, quelle est notre capacité d'hôpitaux et de soins, quelle est la capacité qu'on a dans nos écoles et celle qu'on est en mesure de développer, nos organismes communautaires qui sont en charge de l'accueil et de l'intégration, est-ce qu'ils ont encore des capacités à faire, combien de logements on va construire et quel va être le mouvement sur le marché locatif ou le marché même d'achat, parce qu'il y en a certains qui achètent. Ces questions-là ne sont pas analysées de manière objective. Et c'est ça qui détermine la capacité de recevoir des immigrants. Moi, que ça dise que cette année, on va en recevoir 0 parce qu'on n'a pas la capacité et peut-être que l'année prochaine, on va en recevoir 60 000. À tout le moins, ça va être basé sur des faits qui sont vérifiés, qui sont objectifs, plutôt que de faire de la politique là-dessus. Il faudrait aussi peut-être additionner les chiffres, parce qu'actuellement, on parle de 50 000 immigrants permanents, mais il faut additionner les étudiants, il faut additionner l'immigration économique, il faut additionner les réfugiés aussi. C'est sûr qu'il faut additionner tout ça parce que toutes ces personnes-là, ce sont des consommateurs, ce sont des personnes qui vont utiliser le système d'éducation, de santé, ce sont des personnes qui vont devoir se loger. C'est sûr qu'il faut voir ça dans une vue d'ensemble, mais il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres éléments. Nos cégeps, par exemple, les cégeps qui sont en région, ils doivent aussi leur existence à leur capacité d'attirer des étudiants étrangers. Des cégeps en région n'ont pas nécessairement le bassin d'étudiants locaux nécessaire pour pouvoir se maintenir et justifier le maintien de leurs opérations. Et avec le financement qui vient des étudiants étrangers, ils peuvent se permettre de se financer et de se maintenir en région. L'immigration permet aussi de maintenir des systèmes, des établissements d'éducation, notamment postsecondaires en région. Et alors, combien on est prêt à sacrifier d'étudiants étrangers? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser parce que on va devoir compenser des établissements de ce financement qu'on leur coupe. C'est complexe comme sujet. Il n'y a pas juste on le veut, on les veut pas, c'est une menace, c'est pas une menace. Il y a plusieurs choses qui sont liées au fait de recevoir ou de ne pas recevoir. Et il faut le dire de manière très calmement, de manière très objective et sans rentrer des sentiments là-dedans. Mais justement, juste pour terminer sur ce sujet-là, puisque tu parles de sentiments, Yasmine, il n'y a pas un risque pour le Parti québécois de se faire traiter comme étant un parti anti-immigration? J'espère que non. Et je m'explique. La manière avec laquelle Paul Saint-Pierre Plamondon présente ses préoccupations, les questions qu'il pose, je trouve qu'il a le bon ton. Parce que c'est légitime d'être préoccupé, c'est légitime de poser des questions, c'est légitime même de dire je ne pense pas que le gouvernement va sur le bon chemin sur cette question-là. C'est correct de le faire et de le faire sur le bon ton.
Et d'ailleurs, hier, j'ai lu la publication sur X de M. Saint-Pierre Plamondon. Et M. Saint-Pierre Plamondon n'est pas en train de dire que l'immigration est une menace à notre existence. M. Saint-Pierre Plamondon parle de ces personnes-là, quand on les reçoit, il faut les voir aussi individuellement, leur offrir la dignité qui est requise aussi dans notre manière de le recevoir. Donc, il ne déshumanise pas l'immigration ou l'immigrant. Il l'humanise tout en disant, on a aussi une capacité à recevoir dignement, respectons-la également, et ça, c'est correct, c'est très correct et c'est légitime. Dans la foulée des révélations de notre bureau d'enquête concernant l'Office de consultation publique de Montréal, il y a eu des développements au cours de la dernière heure. Alors, l'organisme, Yasmine, a décidé de suspendre temporairement tous les voyages et renforce également la surveillance de ses activités de représentation. On va regarder ensemble une partie du site Internet de l'Office de consultation, la mission. Alors, la mission de cet organisme, c'est de consulter la population sur différents projets. Par exemple, Griffintown, comment mieux développer ce quartier-là. Crois-tu que c'est encore nécessaire d'avoir un organisme comme celui-là, alors qu'il y a tout simplement les élections municipales aussi pour demander à nos élus ce qu'on aimerait faire? Je trouve ça dommage qu'on remette en question des mécanismes permanents de consultation citoyenne, surtout quand il y a des gros projets urbains comme ceux qu'on a à Montréal. Je trouve ça dommage par le manque de rigueur, le manque de transparence, le manque de sérieux les dirigeants d'un mécanisme de consultation qui est légitime et qui est intéressant. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question. Parce que honnêtement, moi, au-delà de voir les dépenses qui ont été largement décrites par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, moi, ce qui m'insulte le plus, c'est le silence de Valérie Plante. Moi, je n'ai pas entendu une Valérie Plante sortir et partager finalement notre surprise, partager notre déception, partager à la limite notre incrédulité. Elle a dit vendredi qu'elle lui faisait toujours confiance à Mme Olivier, oui. Oui, mais moi, j'aimerais ça qu'elle nous redise ça la semaine prochaine lorsqu'elle va annoncer le budget de la Ville de Montréal et qu'il va y avoir probablement une augmentation de taxes municipales. De nous justifier comment se fait-il qu'il y ait des dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal qu'elle ne contrôle pas, auquel elle ne répond pas, qu'elle donne une carte de crédit et faites ce que vous voulez, Mme Olivier ou celle qui lui a suivi. Moi, je veux que Mme Plante nous explique comment se fait-il que des employés payés avec l'argent des contribuables puissent mettre dehors un journaliste, Félix Séguin, quand il s'est pointé à l'office de ce bureau-là pour demander des excuses ou demander des explications plutôt. On l'a mis dehors. Valérie Plante doit répondre de ça. C'est elle, la mairesse de Montréal. Et Mme Olivier, je pense que la semaine prochaine, elle va devoir donner de sérieuses réponses à nos questions. Elle qui se trouve à la tête du comité exécutif qui s'occupe évidemment des finances de Montréal. Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.